Merci beaucoup à Avi et son épouse de nous recevoir et de cette magnifique initiative. C'est la deuxième fois que je le fais. Et colle à cavote parce que ça répond à une remarque et une observation sociologique qui est que on a beau insister beaucoup sur la préparation au mariage dans le monde juif. Malheureusement, cette préparation est extrêmement succincte et en général le plus souvent axée sur une condition sine qua non du mariage, c'est la connaissance de la halakha, mais on n'a pas appris en général à gérer ne serait-ce que des conflits. Comment sortir d'un clash? Comment gérer les beaux-parents? Je vois que les sourires commencent à s'esquisser sur vos visages. Ça sent le vécu. Ouais, vous inquiétez pas. Alors, donc c'est une initiative magnifique et j'aime qu'elle puisse se développer encore plus. Pour être accompagné dans cette aventure magnifique du mariage, alors la micro-légitimité que j'ai, c'est que au Khrachem, je suis marié depuis 25 ans, donc ça s'appelle un quart de siècle pour faire encore plus vieux. Ça c'est un point, et c'est vrai on s'occupe, mon épouse est vraiment experte là-dedans, à part toutes les choses qu'elle fait, mais elle est aussi thérapeute de couple, elle a un cabinet qui alors malheureusement explose, ça veut dire dans le sens où il y a énormément de demandes, elle passe sa vie à les refuser. Et moi, depuis la semaine dernière, j'en avais parlé à Avi, j'ai commencé à apprendre la thérapie de couple. Donc l'idée, c'est qu'en fait, en tant que Rav, on est très souvent sollicité pour des problèmes de couple parce que de façon générale et intuitive, on se dit que le Rav étant quelqu'un qui travaille avec la vérité, est capable de pouvoir se prononcer sur quelque chose de vrai ou faux, et on a toujours l'impression qu'il y a un qui a raison, un qui a tort, c'est une grave erreur. Donc on se dit que le Rav étant porteur de vérité, porteur de réflexion authentique, pourra trancher quelque part. Alors, je dis qu'en fait, moi, ça fait 15 ans que je suis en France. Ça fait 15 ans que je refuse systématiquement quand on m'appelle pour des problèmes de Shalom Bayit, parce que j'ai la sensation de ne pas du tout être équipé pour répondre. Ça veut dire répondre à des questions simples, oui. Donner des conseils comme ça là, oui. Mais pouvoir vraiment pénétrer dans les mécanismes du couple, je pense que c'est vraiment... il faut passer par les études de psychologie que ça demande. Et c'est la raison pour laquelle, vu que maintenant il y a beaucoup de demandes, je me dis c'est vraiment l'occasion de commencer à se former. Donc c'est des formations longues, c'est des formations sur 4 ans et 2 ans en accéléré, mais qui sont fascinantes. Moi je le fais à la base, pas forcément pour devenir thérapeute, mais surtout parce qu'en fait la chorma, la sagesse qui est derrière est magnifique. Et donc voilà un petit peu à titre de légitimité. Alors regardez, on va, si vous voulez bien, avec le peu de temps que nous avons, essayer de donner quelques points essentiels, faire le point sur des notions qui sont le plus souvent mal comprises. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas vraiment, parce qu'en fait, je vais essayer de brosser pas mal de problématiques. Je voudrais donc commencer d'abord par parler avec vous de la différence fondamentale qui existe entre la notion de désir, la notion d'attachement et la notion d'amour. Donc je donne 3 enveloppes ici. Désir, attachement et amour. Premier des points, je remonte aux sources de la Torah et j'essaie de réfléchir à la question pourquoi Hachem, lorsqu'il a créé l'homme qui était à la fois un homme masculin-féminin, comme ça explique le Midrash, il était Zachar ou Nekeva, il était masculin-féminin, Akadosh Baruch Hu va donner son avis sur cette création. Si toutes les créations précédentes, il a liké en disant Tov, Vayar Hashem ki Tov, Hashem a vu que c'était bien. Au moment où il voit cette espèce de masculin-féminin entremêlé, enchevêtré, alors il le stigmatise comme étant l'Otov, c'est pas bien. L'Otov et Adam Levado. Donc c'est un verset hyper classique. C'est pas bien que l'homme soit seul. À votre avis, pourquoi c'est pas bien que l'homme soit seul? Qu'est-ce qu'on entend par c'est pas bien qu'il soit seul? Encore une fois, c'est pas un homme qui était masculin et qui est sans son féminin. C'est une créature masculine, féminine. Et la Torah te dit c'est pas bien. Alors c'est dur à deviner en fait, parce que c'est Rashi pourtant, mais c'est dur à deviner.
Rachid va nous dire un truc extraordinaire. Il va dire que si l'homme était resté dans cette posture masculin-féminin, alors ce qui va se passer après, c'est qu'Hachem va créer une césure entre les deux. Il les coupe, il les découpe. Après, il y a une anesthésie. Et il va mettre le masculin en face du féminin, le féminin en face du masculin. Il va créer un rapport duel, l'un en face de l'autre. C'est ça qui va se passer. Maintenant, pourquoi c'est pas bien en mode enchevêtré l'un avec l'autre? C'est qu'en fait, dit Rashi un truc incroyable. Il dit que chez lui, Omrou, de peur qu'un individu finisse par croire que de la même façon qu'il existe, je traduis le Rashi, Yachid Be'olam, que Hachem est seul dans les mondes supérieurs et qu'il n'a pas de Batzou, qui n'a pas de femme. Hachem est seul et unique, il est dans l'unicité parfaite. Si l'homme était resté dans cette unicité, masculin-féminin, mais ça veut dire en un bloc, un monobloc, il pourrait croire qu'il est seul dans les mondes inférieurs. Et donc, il pourrait avoir un sentiment, et c'est ce point que je voudrais voir avec vous, un sentiment d'autosuffisance. Je n'ai besoin de personne parce que je suis totalement autosuffisant. Alors, je veux dire, il y a une crise terrible aujourd'hui, au Hachem, vous avez échappé à ça, de célibataires de partout dans la France, dans le monde juif, qui ne se marient pas. Un des points essentiels de cette absence de mariage, il y a plein de raisons, mais une des raisons fondamentales est ce point dont je parle ici. Pour rentrer dans le mariage et perdurer dans le mariage, il faut avoir l'authenticité et l'humilité de se dire « j'ai fondamentalement besoin de l'autre ». Et pas que pour des raisons charnelles, évidemment. Et le corollaire de ce que je dis là maintenant, c'est être capable d'exhiber auprès de son partenaire le fait que c'est un domaine que je ne maîtrise pas. J'ai des difficultés. Je vous donne un exemple très simple. On avait acheté une fois un lit chez Alinea, donc c'est un low cost du meuble à Paris. C'est un lit pour ma fille qui voulait avoir donc un lit avec son lit avec un lit dessous qui permet, dès qu'elle a une copine, comme elle a très souvent des copines, de tirer le lit, de le mettre sur, je ne sais pas comment on appelle ça en français, bref. Donc j'ai acheté le lit, je l'ai monté, bon, j'ai plutôt 4 pieds gauche qu'un bras droit, donc je ne l'ai pas très bien monté, mais il se trouve qu'il y avait quand même un défaut dans une des pièces. Bon. Et moi je ne suis pas du tout du genre à prendre le téléphone et me battre. C'est pas mon genre du tout. Ouais. Et donc ça a traîné. Je dis je vais appeler, mais j'aime pas faire ça. L'idée de prendre le téléphone et dire écoutez madame, c'est scandaleux, ça va pas se passer comme ça. Vous devez me rendre... Ouais, il y a des gens qui sont forts là-dedans, ouais, des gens qui vont faire des miracles avec ça, mais moi c'est pas mon trip, ouais, je supporte pas ça, ouais. Et au bout d'un moment, ma femme elle a vu que ça marchait, enfin je faisais pas, donc elle a pris les devants et je l'ai vu. Et je lui ai dit, je t'avoue honnêtement que j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc j'ai exhibé, non pas que j'allais juger mal, hein, c'est que j'ai pas ce côté combatif du tout. Je peux me battre dans certaines choses, dans certains domaines, mais là-dessus, je sais pas me battre. Ouais. Et être capable d'être honnête et de pouvoir mettre des mots sur le fait que j'ai une certaine faiblesse ne fait pas de moi quelqu'un qui manque de force. Au contraire, c'est une très grande force d'être capable de pouvoir exhiber et d'être honnête par rapport à ces zones de difficulté. Et toute la dynamique de la communication à l'intérieur d'un couple, lorsqu'elle dépasse, ce qui est une communication importante, j'imagine, l'arbitrage entre Huggies et Pampers, ou bien les questions existentielles entre vacances à Cancun ou en Ardèche, bon, ça dépend du budget évidemment, ouais. Lorsqu'on dépasse tous ces choix techniques, il y a beaucoup de choix comme ça, et qui va chercher les enfants, ouais, donc ça c'est la technique. Mais lorsqu'on veut rentrer dans la vraie com du couple, alors la com, elle est dans la faculté d'épancher ce qui m'a fait mal, ce qui est délicat pour moi, ce qui m'angoisse, toutes ces zones, ou bien parfois être capable de partager des moments dans lesquels je me suis senti fort, c'est pas grave. Mais être capable d'être dans le partage du monde émotionnel, ça c'est le point le plus essentiel. Donc premier axiome extrêmement important de bien comprendre comment Hachem crée cette dualité, parce que n'oubliez jamais que l'homme dans sa version 1.0 était masculin-féminin, donc il pouvait aussi procréer. Comme tous les êtres, tous les animaux et comme le monde végétal qui porte toujours en lui une graine de déploiement. Donc l'existence de l'être féminin en face de l'homme masculin, c'est pas pour la procréation du tout. C'est pour créer un monde duel dans lequel je réalise
que je ne suis pas seul au monde. Beaucoup de gens vivent avec ce réflexe de se dire, j'ai pas besoin d'elle, j'ai pas besoin de lui, je peux me débrouiller tout seul. Ça, c'est le point de départ des frontières petit à petit qui se sédimentent. Donc ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Deuxième point. Je reprends toujours, c'est très important de revenir à la source. Au moment où Hachem va sortir Adam de son anesthésie, il lui présente cette dualité, donc ils étaient deux et puis ils deviennent deux collés, puis ils deviennent deux l'un en face de l'autre. Il s'exclame, Adam, et il dit « Apam etzem yatzamai ou bessam mi bessari ». Cette fois-ci, etzem yatzamai, essence de mon essence, ou bessam mi bessari, et chair de ma chair. La première des choses qu'il a vues en Chava Adam, c'est qu'ils étaient de la même essence. Il y a quelque chose qui est fondamentalement qui nous réunit. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a vu la dimension charnelle. Ah, c'est la chair de ma chair. Il avait, lui, pas comme nous, un regard profond, un regard essentiel, un regard intérieur, qui fait qu'il réalise en regardant son épouse qu'il y a quelque chose de fondamentalement fort. Nous, on a toujours le regard inverse. Il est mignon, elle est mignonne, première des choses, on regarde la sphère. Mais lui avait ce regard translucide qui lui permet de voir qu'il y a quelque chose de fondamentalement de compatible au niveau des âmes. Et ce n'est que dans un deuxième temps, et c'est important aussi l'aspect charnel. Le bassam ibessari, la chair de ma chair. Ça, c'est maintenant, regardez comment c'est extraordinaire. Une fois qu'il a eu cette émotion, Adam, Hachem va définir c'est quoi le mariage. Alken, dans la suite des versets, Alken ya'azov ishet aviv et timo, c'est la raison pour laquelle un homme va abandonner et aviv et atimo, son père et sa mère, vedavak beishto, il va se coller à sa femme, vayou les basarechad, et ils ne seront plus qu'une seule chair. On décompose rapidement les trois éléments de ce verset. Alken, c'est la raison pour laquelle Yaazov, il doit abandonner son père et sa mère. C'est pas lui dire ciao, et je te fais la tête, c'est pas ça. C'est que t'as beau vivre, être issu d'une souche de parents hyper équilibrés, de parents qui ont réussi leur vie, qui ont réussi leur couple et qui ont réussi leur éducation. Il en reste encore. Hein. Je suis assez frappé parce que quand j'ai passé mon bac ici au lycée Thiers il y a longtemps, en 89, alors il y avait dans la classe, c'était une quarantaine, il y avait une personne qui était issue d'un couple divorcé. On a fait un Shabbat plein pour des jeunes filles à la maison il n'y a pas très longtemps. Sur les 15 filles qui sont venues, il y en avait 2 qui avaient des parents non divorcés. Changement drastique au niveau sociologique. Moi, j'étais à Thiers, il y avait que des goyim, hein, c'était pas Yavne. Bref, donc ça veut dire qu'il y a un changement colossal. Donc, mais je dis que même si tu viens d'une famille qui est profondément équilibrée, tu dois abandonner ce modèle parental, être capable de créer ton modèle. Et quand je dis abandonner le modèle parental, c'est pas que des mots. Vous allez devoir définir ensemble une nouvelle façon de penser l'éducation. Quand bien même les remarques intempestives des belles-mères et des beaux-parents sur l'absence de contrôle que nous avons sur les enfants et qu'on ne sait pas les éduquer. Il faut être capable de pouvoir créer sa propre vie. Il faut avoir aussi une véritable réflexion sur mon rapport à l'argent. Le rapport au fric est extrêmement important. Non pas que le fric soit important, mais l'attitude que tu as par rapport au fric est importante. Je vous le dis, je lance un pavé dans la mare. On fait hyper attention, lorsqu'on crée un couple, à créer du commun. Créer du commun, c'est aussi avoir un compte commun. Désolé d'entériner la chose, mais commencer dans un couple avec chacun son compte, c'est déjà créer des zones de friction. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, mais le commun, c'est le commun jusqu'au bout. Et donc on a une philosophie de l'argent, une philosophie par rapport aux vacances, une philosophie par rapport à ma façon de dépenser. Tout ça, ça doit se mettre en place. Et c'est quelque chose qui doit être unique, et on ne doit pas être dans un copier-coller. À quelle est la première condition? T'écris ton histoire. Deuxième dimension. Vedavak Beishto, on va définir ce concept qui est fondamental, qui est le concept le plus placé en désuétude. Vedavak Beishto, on va parler de cette colle en question. C'est quoi se coller avec son épouse? C'est pas du tout créer des relations fusionnelles, c'est autre chose. Vayou les basarechad, et ils ne seront plus qu'une seule chair. Regardez un petit peu au niveau de l'ordre. On va créer du dévec, on va créer quelque chose de commun ensemble, et ce n'est que par voie de conséquence qu'on pourra penser à la dimension charnelle, à la dimension plaisir physique. Mais
Et on suit de façon parfaite ici l'ordre de l'émotion de Adam. Adam a d'abord vu quelque chose de fondamental avec elle, et de là découle la dimension charnelle. Ça, c'est l'ordre des versets tels que la Torah nous a montré le plan de l'émergence d'un couple. C'est quoi le couple que Hachem attend? Ça, c'est donc le point essentiel. Alors maintenant, je vous ai dit, qu'est-ce que j'entends par d'évêque? Il y a 3 niveaux qui se rencontrent lorsqu'un homme rencontre une femme, se marie avec une femme. Il y a évidemment une dimension charnelle, c'est la dimension physique. Et évidemment, lorsqu'on rencontre une fille ou un garçon, première des choses qu'on regarde, c'est est-ce que ça passe ou ça casse, ouais. Est-ce que mignon, mignonne, est-ce qu'il y a quelque chose, ouais. Et ça, c'est tout à fait normal. Dimension physique. Deuxième élément, c'est la dimension intellectuelle. Pas au niveau QI, quotient intellectuel, pas du tout ça. C'est que la dimension intellectuelle, c'est est-ce que j'ai du plaisir à parler avec il ou elle? Est-ce que finalement on s'échange, on ne votera pas forcément pour le même parti, mais on est capable de l'argumenter, on a un plaisir à l'argumenter. C'est qu'on a un plaisir. Lorsque j'ai des étudiants qui me demandent, mais c'est quoi Rav le critère? The critère, ouais. Bon, évidemment juif et tout ça. Bon, ça quand on a... Alors je dis, voilà, et c'est un critère que j'ai appris de Rav Yeshurun, ouais. Rav Yeshurun d'ici. Est-ce que tu as un plaisir à parler avec elle? Est-ce que lorsque tu parles avec elle, ben, vous n'arrivez pas à raccrocher? À mon époque, quand je me suis marié il y a longtemps, il y a 25 ans, à l'époque, il n'y avait pas les télécoms gratuites comme aujourd'hui. Elle habitait à Strasbourg, j'habitais à Marseille. On s'appelait, on restait des heures. Ma mère a eu, je crois, 1 000 € de facture téléphonique. 1 000 €, ouais. Mais ça, c'est un très très bon critère. C'est grave pour les finances. Mais ça. Maintenant, je vous dis ça pour le... Mais dans l'économie du couple, vous devez avoir des moments où on est censé parler des heures par semaine à son épouse. Des heures. Et pas dans, encore une fois, l'arbitrage Huggies Pampers. Ça, c'est la technique, c'est normal. Mais il y a des moments, il faut qu'il y ait au moins une fois par semaine, 1 heure dans laquelle on a pu s'épancher, parler de ce qui s'est passé. Et j'ai pas apprécié, et de façon posée, j'ai pas compris pourquoi ta mère m'a dit ça. Mais pas de façon revendiquante. Être capable de pouvoir je te dis, ça m'a fait mal. Ça ne changera pas forcément parce que les parents, les beaux-parents ne changent jamais, ne changera jamais. Il ne faut jamais espérer éduquer quiconque, ni nos parents ne changeront jamais. Mais être capable de pouvoir dire, voilà, ça m'a fait, j'ai envie de partager avec toi. Il n'y a pas forcément de solution, c'est pas grave. Mais au moins, j'ai pu partager ce qui m'a fait mal. Donc ça, si vous voulez, c'est le deuxième niveau, c'est le niveau intellectuel. On parle ensemble, on a du plaisir à parler ensemble. Il y a un troisième niveau qui est absolument fondamental, c'est ce qu'on appelle la dimension sentimentale. Et c'est ça qui s'appelle le dévec. Le dévec, c'est ça qu'on va essayer de développer. Alors, je donne deux sources. Une source d'abord d'un psychiatre moderne des années du XXe siècle, qui s'appelle Bowlby. Bowlby est un psychiatre qui apparaît dans les années 50, post-Deuxième Guerre mondiale, à Londres, qui a créé une véritable révolution en termes de la pédiatrie. Il s'est rendu compte que, et c'est un point très très important pour nous aussi, il s'est rendu compte, en travaillant sur des orphelinats de nourrissons et de jeunes enfants, puisqu'il y avait beaucoup d'orphelins malheureusement après la Deuxième Guerre mondiale, que l'enfant, indépendamment de son besoin au niveau physique, de lait, de tout ce qu'un enfant a besoin pour croître, un enfant a besoin de ce qu'on appelle une figure d'attachement. Il a besoin d'être attaché à une personne qui la sécurise. Chaque mot est extrêmement important. C'est qu'en fait, globalement, dans les années 50 à Londres, lorsqu'un enfant était opéré pour l'appendicite, les parents l'amenaient à l'hôpital et allaient le chercher au bout d'une semaine. Il n'y a plus de contact avec l'enfant. Ça s'appelle une déconnexion brusque de son lieu, de son nid de tranquillité, l'enfant. Du jour au lendemain, boum, il est mis dans un univers austère de l'hôpital, froid, avec des infirmières qui n'ont rien à faire de lui. Et il va donc avoir cette appendicite. Alors il s'est rendu compte qu'il faut à tout prix, lorsque une mère transmet son enfant à quiconque, passer de ce qu'on appelle d'une figure d'attachement à une autre figure d'attachement. C'est grâce à lui, notamment Bowlby, que
il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, alors ça nous gonfle un peu mais il n'y a pas le choix, le principe de l'adaptation dans les crèches. Vous connaissez l'oxygène qu'on a le 3 septembre en se disant waouh, Baruch Hashem, c'est la rentrée, le début des vacances pour un couple. On met tous les enfants à l'école, c'est extraordinaire, ouais, c'est magnifique. Il n'y a plus je m'ennuie, je sais pas quoi faire, bah ouais. Sauf que lorsque tu as un enfant en classe de maternelle, il y a l'adaptation. Premier jour, 1 heure, deuxième jour, 2 heures. Et tu joues les prolongations des vacances, ouais. Donc ça, c'est dû au fait que Bowlby a mis ça en place. Il faut faire passer de sa maman ou de son papa vers la puéricultrice et la ganénette. Et si le passage se fait de façon trop brusque, l'enfant il sera mal. Ouais. Donc il y a toute une philosophie maintenant. Ça c'est Bowlby au niveau de la pédiatrie. Il y a une psychologue psychanalyste américaine du nom de Susan Johnson, Sue Johnson, qui a écrit un livre, je le recommande de façon très, très forte. Le livre s'appelle Serre-moi fort. Ouais. Alors elle a pris toute la théorie de Bowlby sur la relation avec les enfants. Elle dit mais et si on disait qu'il y avait aussi à l'intérieur du couple cette notion du besoin d'attachement et que de la même façon qu'un enfant a besoin de passer d'une figure d'attachement à l'autre, il existe des moments de connexion dans un couple et des moments de déconnexion émotionnelle. C'est quoi la déconnexion émotionnelle? Ça veut dire qu'en fait, je t'attendais à 1 heure, tu es venu après, ça m'a un petit peu gêné et boum, à l'intérieur de moi, je commence à emmagasiner une sensation de non-respect. Alors, c'est pas aussi gros que ça, mais je sens que tu n'es pas avec moi. Et je te parle et tu es avec ton portable. Et ça me gêne. Et goutte après goutte, d'un coup, on peut petit à petit se déconnecter. On a aussi les grandes déconnexions émotionnelles lorsqu'on est dans ce qu'on appelle des conflits de loyauté. Et ça, on morfle tous, les garçons comme les filles, au début du mariage par rapport à le choix complexe. Ouais, où on va passer Pessah. Parents, beaux-parents, comment on gère une belle-mère intrusive, un beau-père. Ouais, il y a des millions de dossiers qu'on peut gérer. Et ces dossiers peuvent générer de ce qu'on appelle de la déconnexion émotionnelle. Et on touche du doigt ici le point le plus névralgique du couple. Quand je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est important par rapport aux beaux-parents, c'est pas d'espérer les changer et de pouvoir mettre en exergue, montrer qu'ils ont tort. Ça, c'est très facile à faire. Mais être capable de voir chez mon partenaire qui comprend le fait que c'est complexe pour moi. Et une fois que le partenaire comprend que c'est complexe pour moi, j'ai plus le délire de vouloir les corriger. Très important. Tant que je ne sens pas chez mon partenaire qu'il épouse mon souci et que cette façon de m'avoir traité, de m'avoir parlé ou de m'avoir ignoré n'est pas normale, tant que mon partenaire ne va pas acquiescer par rapport à ça, parce qu'il doit avoir aussi une recherche d'authenticité, et il ne doit pas se camoufler derrière, se dire « Ah, mais t'es trop sensible. Ah, mais t'es trop... » Ouais, non. C'est pas sympa. L'attitude n'est pas sympa. Être capable de critiquer ses parents sans les critiquer en one-to-one. On ne fera jamais ça. Ça ne sert à rien, encore une fois. Ça ne sert à rien parce qu'ils n'ont pas bougé. Mais être capable de dire « Tu as raison, je suis tout à fait d'accord », ça calme de façon incroyable. Parce que ce qu'on a besoin dans le couple, c'est pas d'aller démolir les beaux-parents, même si on a gravement envie. Et je comprends tout à fait. Ce qui compte, c'est de sentir qu'on est en phase émotionnelle. Pas en phase de vérité. C'est pas une notion de vérité qu'on touche ici. C'est une notion de sentir que tu partages les mêmes émotions que moi. Ça, c'est le point le plus névralgique qui existe. Ouais. Maintenant, je vous ai donné cette thèse de Bowlby. En fin de compte, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste su formaliser de façon très jolie, universitaire. Mais en fait, tout ça, c'est marqué dans une lecture sophistiquée du Passouk. Vous savez qu'au moment où Yaakov Avinu va bénir ses enfants sur son lit de mort, il va dire à chacun des enfants un message fondamental. Le dernier message de papa. Et ce message qui va être adressé à Yehuda est le suivant, où leven shinaim mechalav. Littéralement, leven veut dire blanc. Shinaim, les dents, donc les dents blanches. Il y a des dentistes ici ou pas? Ouais, j'imagine, ouais. Enfin, j'ai qu'un dentiste. Non. Donc, enfin, je moderne, ouais. Alors, leven shinaim mechalav, c'est quoi mechalav? Le lait. Mechalav, du lait. Ça veut dire, en d'autres termes, il lui dit, tu vas avoir un territoire plein de prairies en Israël. Donc tu auras plein de vaches laitières. Et comme tu auras des vaches laitières, tu auras le lait qui coule à gogo. Et donc tu en auras le sourire ultra bright. Oui ou pas? C'est bon? Ça c'est la lecture au niveau du sens littéral.
les maîtres du Talmud dans le traité de Ksuvot disent un truc magnifique. Ils disent Leven Shinei Mechalev. Le même en hébreu peut vouloir dire la provenance Aniba mi Yerushalayim. Je viens de Yerushalayim. Mais le même en hébreu veut aussi dire. C'est quoi le même en hébreu? Quand je dis Aniyoter Ashir Mimcha. Comparaison, comparative de supériorité. Je suis plus riche que toi, même. Si j'injecte cette définition dans les mots de Yaakov Avinu, il y a 4000 ans. Ça veut dire, Leven Shinei Mechalav, la blancheur des dents, Mechalav est mieux que le lait. Disent les maîtres du Talmud, Amar Rabbi Yochanan, Tov Amalbin Shinaim Lechaveo Yotam Emashkeo Chalav. Il est mieux de sourire à son ami que de l'abreuver de lait. Tout le monde connaît les propriétés fondamentales du lait maternel, viennent nous dire les maîtres du Talmud, en décortiquant une lecture possible de Yaakov Avinu, donc il y a 4000 ans, lorsque la maman donne le sein à son enfant, toutes les papours et les mamours et les je t'aime et tchikpara et tout ça, qu'elle lui dit, sont beaucoup plus nourrissants que le lait lui-même. Ça veut dire que la dimension sentimentale est infiniment plus puissante que la dimension physique. Petite parenthèse, ils ont déclassifié des documents qui datent de l'époque de Brejnev. C'était le maître du Kremlin en 1980, à l'époque de Ronald Reagan. Et ils avaient fait donc en Russie, en URSS, ils avaient fait des expériences assez atroces, justement de nourrissons qui étaient, pardon, des nourrissons qui avaient été abandonnés, donc enfin nourrissons orphelins, pardon. Et il y avait deux groupes, groupe A, groupe B. Le groupe A était censé, les puéricultrices qui s'occupaient de ces nourrissons étaient censés donner à la bonne heure et à la bonne quantité le biberon aux enfants, mais sans parler avec l'enfant. Donc elles arrivaient, elles plantaient le biberon, elles enlevaient. Deuxième groupe, c'est l'inverse. On ne donne pas la bonne quantité, moins, pas à l'heure, on le laisse s'époumoner, mais au moment où on lui donne le biberon, on parle avec lui. Ils ont regardé l'évolution des deux enfants, des deux groupes d'enfants. Le premier groupe sont sortis des personnes totalement incapables de créer du lien social, des personnes asociaux. Deuxième, totalement équilibré, psychiquement parlant, avec des carences en calcium et en je ne sais quoi, en magnésium ou je ne sais quoi. Ça veut dire qu'ici, encore une fois, de façon assez incroyable, la nourriture sentimentale est infiniment plus puissante que la nourriture physique. Le couple a besoin fondamentalement de ce d'évêque, de ce déploiement, de ce développement du monde émotionnel. Et c'est là-dessus que pourra se passer, mettre en place la dimension, la pérennité d'un couple, la construction d'un couple. Maintenant, ouais. Ça, c'est le point essentiel que je voulais vous mettre en exergue. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est embêtant ça. Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Regardez, si on a mis en lumière cette nécessité de la construction au niveau émotionnel du couple, alors je voudrais juste vous donner deux éléments de construction. Comment construire, comment on bâtit ce monde émotionnel? Alors, premier des points, c'est un point que je vais le dire assez rapidement, mais on pourrait le développer un peu plus. Il y a un état d'esprit à avoir lorsqu'on est marié. Cet esprit est le suivant. Vous savez que Avraham Avinu, lorsqu'il a appris la terrible nouvelle que son épouse est partie, Sarah, tout le monde connaît l'histoire qu'il est allé chercher à Hebron, donc c'est la ville de Hebron aujourd'hui. Il est allé chercher à Hebron, et j'en profite pour dédicacer le cours pour la réfoua shlema de toutes les personnes qui ont été frappées par les attentats récemment, notamment, tu as le nom de... Il y a un capitaine de l'armée qui a été... Un Tadran, ouais. Tu as le nom par exemple, on va dédicacer particulièrement pour sa réfoua shlema, il est dans un matzav... Tu l'as? Alors je continue pendant ce temps. Donc, Avraham Avinu va chercher un lieu de sépulture pour son épouse. Il va trouver le lieu à Hebron et il achète la tombe là-bas. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que cette tombe, le vendeur voulait lui donner gratuit. Ephron voulait lui donner gratuit la tombe. Et Abraham
s'acharne à payer un prix. Alors, qui s'acharne à payer un prix parce qu'en fait, il faut quand même donner 1 euro ou bien 1000 euros symboliques, j'ai pas de souci. Le problème est le suivant, c'est que, d'après certains commentateurs, le prix qu'il va payer pour cette tombe qui est invendable, dans un terrain qui est stérile, aride, est un prix qui ressemble au prix que l'on trouve dans le monde de l'art. Vous savez, il y a des impressionnistes qui sortent à des 200 millions d'euros. Il y a des Claude Monet qui sortent à 200 millions d'euros le petit cadre. Et fort est de se poser la question, comment est-ce possible qu'Abraham pouvait s'en sortir à bon compte et qu'il soit capable de dépenser une fortune pour un terrain qui vaut rien. Il paraît que les feuges ont le sens du business. Mais là, l'histoire des feuges a commencé par le plus grand bid de tous les temps. Tu peux t'en sortir à bon compte, pourquoi tu vas claquer tellement de centaines de millions? C'est impossible. Ça, c'est la première question qui est posée. Deuxième, juste après l'achat de cette tombe, il enterre son épouse, il va s'enquérir pour marier son fils Israël. Vous me suivez? Ouais. 2 événements. Prix exorbitant, fou. Deuxième chose, il marie sa fille. Il marie son fils, maintenant. Pour comprendre cette juxtaposition des 2 choses, j'avais appris de mon maître la chose suivante. Abraham est intéressé par ce lieu parce que dans ce lieu ont déjà été enterrés Adam et Chava. L'homme et la femme la plus proche d'Hachem ont été enterrés là-bas. Abraham, dans sa vie, il était à la recherche d'Hachem. Il a envie de montrer à ses enfants que ce qui compte dans la vie, c'est rechercher Hachem. Et c'est tellement important à mes yeux, dit Abraham, que je veux être enterré là où l'homme était le plus proche d'Hachem. Ça, c'est l'idée. Ça veut dire, j'ai une idée sublime qui s'appelle la proximité avec Hachem, et cette idée, elle est tellement belle, elle est tellement puissante, elle est tellement structurante pour moi, que je suis prêt à y mettre un prix. Quel est le prix de cette idée? Réponse d'Abraham, pas le prix du marché. Le prix ultime, je suis prêt à tout mettre là-dedans. Vous savez pourquoi? Parce que si je m'en sors avec le prix du marché, alors la valeur de la chose va être d'autant plus dépréciée. Je m'explique. Si vous êtes des professionnels de l'immobilier, vous dénichez des appartements pourris, vous les retapez, vous les achetez à pas cher, vous les retapez, vous faites une super plus-value. Ça, c'est beaucoup de marchands de biens font ça. Donc le deal, c'est quoi? C'est que tu vas essayer de faire un coup de fusil. Je prends l'appartement à pas cher et je fais une méga plus-value. Ouais, c'est le deal. Le jour où tu tombes sur l'appartement de ta tante, chez qui tu allais pleurer dès que tu avais un chagrin, chez qui tu passais tous les CDR de ton existence. Si tu arrives à négocier l'appartement de ta tante à pas cher, quelque part les magnifiques souvenirs que tu avais d'elle vont être d'autant plus dépréciés. Abraham nous apprend un axiome incroyable. Quand tu es attaché à une idée, faut pas que tu payes le prix du marché. Il faut que tu payes le prix que la chose a à tes yeux, tant pis si c'est un prix exorbitant, parce que sans quoi, si tu déprécies l'argent, tu déprécies la chose. Une fois qu'on a bien entendu ça, on peut rentrer dans le mariage. C'est quoi rentrer dans le mariage? Pourquoi on se marie dans la vie? On se marie pour une raison, pas pour une optimisation fiscale, ni pour avoir des enfants, parce qu'aujourd'hui on peut faire ça sans ça. On se marie pour une seule chose, parce qu'on sait pertinemment que c'est le lieu par lequel je pourrai atteindre mon équilibre, c'est-à-dire mon bonheur. On peut conjuguer à 2 un bonheur fondamental, un bonheur croissant. Ça, c'est dans tout le psyché humain, c'est toujours ça que le mariage a représenté. Le bonheur, il a un prix, Rabotai? Réponse oui. Vous savez quel est le prix? Il est ultime. Ça veut dire quoi dans l'économie de la vie? Ça veut dire que si je veux mon bonheur, il faut que je sois capable de mettre tout le prix. C'est quoi le prix? Ça veut dire chaque jour, je dois me poser la question, est-ce que j'ai mis la patate pour que ça marche? Et ceci indépendamment de l'attitude de mon conjoint. Je ne calquerai jamais mes efforts en fonction des siens. Pour 2 raisons. Parce que si on fait ça, on se retrouve rapidement avec ce qu'on appelle un mariage troc. Je te négocie le match contre la visite de ta mère. Ça s'appelle le troc. Ouais. Et le troc, au bout du compte, crée des vies parallèles. Deuxième raison, il existe une notion de systémisme, c'est-à-dire qu'un couple n'est jamais 2 individus, c'est en fait 3 éléments. Il y a monsieur, madame et la synergie des 2, qui crée en fait une institution couple. On appelle ça la maison couple. Maintenant, lorsqu'il y en a un qui bouge, sans s'en rendre compte, il fait bouger tout le système.
C'est un grand principe, ça. Et d'ailleurs, parce qu'on reçoit des couples, à chaque fois, la grande question est la suivante, oui, mais l'autre ne fait jamais d'effort. Peu importe. On travaille sur un des deux, ça suffit déjà. Parce que l'attitude nouvelle de l'un des deux va sécréter chez l'autre. S'il n'est pas aveugle, s'il n'est pas fou, ouais, ça va sécréter, waouh, quelque chose qui bouge. Ça, c'est le point essentiel. Donc, il y a un état d'esprit. Deuxième point, et ça, c'est très, très important. Après le prix ultime, ouais. Alors, c'est un yesod qu'il faut se répéter 100 fois. Le yesod est marqué dans un maître du Moyen-Âge, le Chinour, qui dit la chose suivante. Da ki adam nifal kefi pelotav ki harera peulot nishachim alevavot. Très souvent, nous, dans la vie, on a l'impression que pour pouvoir te faire un beau cadeau, il faut qu'au préalable, je t'aime, que les sentiments soient là. Mais si les sentiments ne sont pas là, je ne vais pas te faire un beau cadeau. Je vais y aller de ma molle, ouais, comme au tennis, on joue petit bras. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on pense que l'amour implique le don. Et les Oumads nous disent non, c'est l'inverse. Le don implique l'amour. Le don implique l'amour. Plus tu donnes, plus tu aimes. Moins tu donnes, moins tu aimes. Alors j'ai 150 millions d'exemples, je donne un seul déjà. Deux exemples. Il y a un mec qui s'appelle Chovot Levavot, 13e siècle, qui fait une remarque absolument magnifique. J'ai adoré cette remarque. Il dit Akadosh Baruch Hu nous a créé, nous les hommes, les individus, avec une suprématie intellectuelle complètement incroyable par rapport aux animaux. Ouais, on est beaucoup plus puissants que les animaux, intellectuellement. Inversement, au niveau physique, c'est moyen, quoi. Vous savez combien de temps met un chaton pour marcher ? Non, immédiat. Immédiat, ouais. Combien de temps met un enfant pour marcher ? Un an, ouais. Un an. Ouais. Et encore un an, il titube, quoi. Ouais. Maintenant, au bout du compte, tu auras Usain Bolt peut-être. Un petit rigolo par rapport au guépard, ouais. C'est le mec le plus incroyable du monde de tous les temps, ouais. Petit rigolo. Ouais, alors, Hachem, il pose la question, pourquoi Hachem ne nous a pas créé avec une suprématie aussi physique ? Le bébé, il naît, il a faim, tac, il fait l'escalade, il va manger, et il va aux toilettes, pas besoin de guise pampère, c'est fini, tu vois. Je dois le dire que 10 fois le guise pampère, parce qu'en fait c'est le sponsor de ce soir, donc ils m'ont demandé de... Ouais. Donc, alors, il mange, il va aux toilettes tranquillement, il escalade, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui aurait empêché Hachem ? Finalement, on est des génies au niveau intellectuel par rapport aux animaux. Réponse. Hachem a créé le bébé handicapé, entre guillemets, qui oblige papa et maman, pas aujourd'hui, hein, c'est les couples modernes, mettre les mains dans le cambouis. Quand ils mettent les mains dans le cambouis, ils donnent. Et comme on a une équation qui s'appelle plus je donne, plus j'aime. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, plus tu vas donner, plus tu vas aimer. Et donc, au bout du compte, la relation qui existe entre une chatte et son chaton sera infiniment moins puissante au niveau sentimental que ce qui se trame entre une maman et un enfant. Et je ne vous parle pas des mères tunisiennes, qui n'ont toujours pas trouvé la façon de couper le pipeline ombilical. Ouais. Pas de ça, ouais. Ça, si vous voulez, c'est ça. Hachem a mis ça en place pour créer des relations d'une intensité complètement folle. Ça, maintenant, je l'applique rapidement, j'ai 150 millions d'exemples. Ouais. La façon qu'a la Torah de gérer la sexualité dans un couple. Tout le monde connaît ce qu'on appelle la loi de pureté familiale. C'est quelque chose de génial. Je peux vous dire que moi, je ne viens pas du tout du monde froum, mais une des choses qui m'a fait, qui m'a énormément attiré, c'est ce point-là, cette façon de gérer l'intimité dans un couple, masculin-féminin. C'est quelque chose de tout simplement, je vous explique pourquoi. Parce que le fait, à l'intérieur d'un couple, de mettre en place des phases de possibilités de proximité charnelle, et des phases durant lesquelles on va jouer à « touche pas à mon pote ». Absolument aucun contact physique possible. Maintenant, cette alternance permanente, régulière, qui est liée à un potentiel de vie qui a créé une nidation à l'intérieur de l'utérus féminin, et cette nidation n'ayant pas été couronnée par une ovulation, alors, comme dirait Simone de Beauvoir, tout va être expulsé dans les dentelles rouges. Alors, ça veut dire qu'il y avait un potentiel de vie qui n'a pas pu éclore, et cette rencontre avec cette absence de vie va trouver un chemin vers la vie.
C'est la raison pour laquelle, au niveau symbolique, lorsque l'épouse se trempe dans le mikvé est appelé dans la parole de nos maîtres le kever. Kever en hébreu, ça veut dire la tombe. Et elle se met en position fétale. Donc elle est en train, après avoir côtoyé le potentiel de vie, c'est-à-dire qui n'a pas éclos, c'est-à-dire la mort, elle est en train de régénérer de la vie. Il y a une symbolique absolument incroyable. Et cette régénération de la vie, ce n'est pas que pour la procréation, c'est pour recréer des liens tout à fait inédits, nouveaux, avec son mari. Maintenant, il y a eu des phases, donc je vous l'ai dit, de proximité, des phases de non-proximité. Ces phases de non-proximité sont géniales. Pourquoi ? Parce que on va mettre en place ce qui s'appelle la collection de dons gratuits qui vont permettre petit à petit de créer un matelas sentimental colossal. Je m'explique. Lorsque durant des périodes de non-proximité, de non-possibilité de proximité, un mari va être sympathique avec son épouse et lui faire son petit café. Lorsqu'elle voit ce petit café, elle a, on va dire, un bonus en termes de construction sentimentale qui apparaît devant ses yeux. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'elle ne peut pas traduire cette gentillesse du petit café comme étant une stratégie d'un plan A, sachant qu'on ira jusqu'à Z le plus rapidement possible dans la chambre à coucher, puisqu'il n'y a aucune possibilité à la RIC de le faire, alors là, boum, on a isolé ce qu'on pourrait appeler presque un acte gratuit. Pourquoi je dis presque un acte gratuit ? Parce que le ROI, le Return on Invest, dans le psyché masculin, retour sur investissement, dans le psyché masculin de à plus 12 jours ne s'appelle pas un retour sur investissement. C'est du trop long terme. C'est dans un siècle. Et ça, c'est comme ça que fonctionne le masculin. Je dis que c'est génial ce qui a été mis en place par la Torah. Donc, petit à petit, petit acte après petit acte, elle est en train petit à petit d'accumuler, de collectionner des actes gratuits. Et c'est extrêmement fondamental, je vous le dis, dans l'économie du couple, de respecter à fond les lois de pureté familiale. Il y a des gens qui sont un petit peu choqués. Non mais attends, je t'en prie, là se passer un objet, mais vous abusez, vous les rabbins, on n'est pas des ours. On n'est pas des fous, ça va, ouais. Alors, moi, c'est comme ça que j'apprends à mes khatanim, mais comme ça j'ai pu apprendre. Mais il y a un truc incroyable. Mais moi, je trouve ça, c'est fantastique. Ça veut dire que pendant 12 jours par mois, tu passes pas un stylo. Mais attends, ça va, on n'est pas des... Mais tu sais quoi ? Il faut le voir à l'envers. Mais le jour où elle va au mikvé, tu lui passes un stylo, ça fait du sensuel. Vous vous rendez compte ce qu'on a mis en place, nous, les Juifs ? On crée de la sensualité dans le fait de se passer des clés de voiture. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans un monde où je rencontre ça et là des gens qui me disent « Attends, mais je ne comprends pas, moi, si je vois une femme toute nue, ça ne me fait rien. » Je dis « Refouach les mains. » Quel na refana là, ouais, j'ai envie de dire, mais refouach les mains, mon ami. Si tu as à ce point été complètement désensibilisé. Nous, on travaille la sensualité de façon incroyable. Donc, petit à petit, ouais, on met en place des zones de dons. Je donne. Et plus je donne, plus je m'aime, plus j'aime. Et qui fait que lorsqu'arrive la possibilité de contact physique au niveau du mikvé, une fois qu'elle est passée au mikvé, alors la dimension physique est d'autant plus puissante, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Jamais la Torah n'a voulu, d'une certaine façon, créer un ascétisme à l'intérieur du couple, pas du tout. Au contraire, la Torah a une exigence fondamentale au niveau de l'union qui doit se faire dans le plaisir le plus puissant, parce que, d'après la Kabbalah, c'est ça qui peut déclencher, au cas où il y a une possibilité de procréation, les âmes les plus incroyables. Ouais, les Rabbi Akiva naissent d'une construction extraordinaire au niveau de la sensualité, au niveau de tout ce qui a été mis en place. Et donc je dis que c'est un truc incroyable qui a été mis en place par la Torah, de pouvoir créer un système de dynamique croissante de l'amour à l'intérieur d'un couple. Et ça, c'est quelque chose de fondamental et qui est basé toujours sur le même principe, c'est en fonction de ce que tu mets, que tu donnes de façon gratuite, que tu vas pouvoir aimer la personne. Il me reste trop peu de temps pour vous donner quelques conseils très importants. Ouais. Je vous l'ai dit, très important au niveau de la communication. On pourrait faire un cours entier sur la communication, mais je vous donne juste des bribes importants. Il faut avoir au moins une fois par semaine, à minima, une demi-heure, 3/4 d'heure, de sortie avec son mari, avec son épouse, déconnecté des portables, déconnecté de tout dans lequel on peut s'épancher. J'ai longtemps dans ma jeunesse fréquenté à la Vache à Rav Sitruk,
grand rabbin de Marseille, grand rabbin de France. Et je me rappelle qu'il avait toujours dans sa table 20 personnes Shabbat. Donc moi, je faisais partie des personnes j'habitais à Saint-Barnabé, il nous invitait, il habitait là-bas. Donc j'étais jeune, j'avais 10, 11 ans, 12 ans. Il nous recevait des fois le vendredi soir, des fois le Shabbat midi, peu importe, avec la famille, c'était toujours très magnifique. Et je vois que le vendredi soir, à chaque fois, pareil à Neuilly, j'avais suivi aussi à Neuilly. Le vendredi soir, donc il s'occupait énormément des vins minag magnifiques. Il servait les invités. Pas l'invité qui servait, c'est lui qui servait. Il servait tout le monde, c'était impressionnant. Il était hyper présent, ça rigolait, du vrai Torah, c'était magnifique, c'était des tables extraordinaires, c'était vraiment magnifique. Et je me rappelle qu'après le repas, on faisait Birkat Amazon et après, boum, il s'est couché avec son épouse pendant une demi-heure. Il plantait tout le monde. On n'avait pas le sentiment d'être planté parce qu'on avait tellement profité de lui. Il avait un rite qu'il n'a jamais quitté. Une demi-heure après le repas du vendredi soir, seul à seul, on marchait dans la rue, je sais pas quoi, il était en débriefing avec son épouse. Et malgré toutes ses occupations complètement folles, il n'a jamais, comment on dit ? Dérogé à cette habitude, exactement, merci. Mais il n'a jamais dérogé, je reviens du Maroc là, donc il faut que je remette le logiciel en place. Donc, ça c'est le point. Maintenant, deuxième point que je voudrais vous dire vraiment, c'est les clashs, il y en a, les conflits, il y en a. Faites hyper attention. Je vous ai dit, un couple, c'est pas deux individus, c'est un système. Il faut que le système sorte gagnant. Lorsqu'on est en conflit avec son épouse, avec son mari, il faut faire hyper attention au danger de vouloir sortir vainqueur. Sortez vainqueur dans les parts de marché. Faites ce que vous voulez dans le monde du business, à l'extérieur du foyer. Dans le foyer, si tu veux sortir vainqueur, vous sortirez tous les deux losers. Il faut toujours se dire que si ça ne fonctionne pas, j'ai beau avoir des raisons objectives à pointer du doigt en allant voir le thérapeute ou je ne sais qui, en disant voilà, il, elle fait ça, 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 mais sache une chose, c'est que si il, elle fait ça, 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 c'est toujours lié à une systémie, ça veut dire que c'est toujours lié à ce que toi aussi tu fais sans t'en rendre compte. C'est une idée géniale qui a été développée par Moni Elkaïm, qui est un des plus grands thérapeutes qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, qui dit qu'en fait un couple c'est exactement comme ces portes d'entrée des grands hôtels. Il y a des grands hôtels ici à Marseille ou là. Ces portes qui sont des tourniquets. Vous ne connaissez pas ? Non, il n'y a pas. Ah si, comment ? Il y a. Ok, donc c'est des portes. Les grands hôtels, ils ont des portes comme ça en tourniquet. Donc quand on est deux dans le tourniquet, c'est-à-dire un puis deux, donc chacun a sa. Ouais. Comment ? Ah tiens, t'as tout cassé l'effet là. Je les ai amenés au Ritz, moi. T'abuses là. Ouais, alors Ikea, Ikea. Maintenant, mais Ikea, il y a trop de monde, mais une petite porte comme ça, ouais. Donc toi, t'es là et elle est là. Ouais. Donc toi, t'avances et tu lui dis, mais arrête de me pousser. Et elle te répond, mais c'est toi qui me pousses. Vous comprenez ou pas ? Ça, c'est un couple. Arrête d'être comme ça, mais t'as pas compris qu'il ou elle est comme ça parce qu'en fait, toi, t'es comme ça. Et donc, alors, au bout d'un moment, il faut être capable de prendre un peu de recul et être le premier à faire un effort, peut-être. En tout cas, être capable de sortir de la dynamique. Ça va être un des points essentiels. Donc, je m'arrête là. Il y a tellement de choses, mais je ne veux pas non plus trop abuser. On a vu plusieurs choses. On a vu, le premier point, c'est la faculté dans la vie d'être conscient du fait que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et donc, j'ai des zones de non-performance, j'ai des zones de difficulté. Être capable de les dire, de les verbaliser, n'est pas une absence de virilité. Au contraire, c'est une marque de virilité. Et ça, c'est très dur pour un homme d'entendre ça, mais je vous le dis, je vous le répète, et vous allez voir comment vous allez gagner par rapport à ça. C'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point, c'est qu'en fait, le couple, c'est avant tout le Dévec. C'est le monde, la construction sentimentale, c'est le monde émotionnel. Et ce monde émotionnel doit avoir des instants de vie, d'expression, c'est fondamental. Je ne sais pas comment est le rythme de vie à Marseille. Nous, à Paris, c'est la folie. C'est la folie. Ouais, c'est la folie, ouais. Mais si on ne s'impose pas, et je peux vous dire, par exemple, même personnellement, ça m'arrive souvent de venir ici avec Avi, j'ai toujours un grand plaisir à venir. Et donc, je quitte la maison pendant 24 heures. J'ai quitté tout à l'heure vers 16h, je vais revenir, enfin, encore je vais partir plus, je vais rester demain soir, mais d'habitude je reviens vers 6h le truc. 24 heures j'ai quitté le foyer. Ouais, il ne s'est pas passé grand chose en 24 heures. Je reviens à la maison, tac, et à chaque fois, je peux dire, hein, depuis que je fais ça, ça fait des années, ça fait 15 ans que je viens ici, à chaque fois, les enfants dorment à peu près vers minuit, on a beaucoup de mal à les discipliner, on n'est pas des blonds nous. Ouais, et donc de minuit à 1h du matin, il faut débriefer. Parce qu'on était absents 24 heures l'un de l'autre. Je peux vous dire vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Il y a 1 heure, il faut mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, il y a besoin. Il y a déconnexion émotionnelle parce que c'était géographique.
il y a des choses qu'on a à dire. Et donc, il y a du débriefing à faire, c'est comme ça. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. C'est ça le couple. Ouais. Et enfin, donc, 2 points, comment construire. 1, l'état d'esprit. Est-ce que tu mets la patate ou pas? Peu importe ce qu'il fait l'autre. Est-ce que tu mets la patate? Et fais-toi un bilan chaque jour. C'est pas le 31 décembre ou le 31 mars. Ouais. C'est bilan quotidien. Ouais. Et 2e point, comprendre qu'à chaque fois que je vais donner quelque chose à l'autre, je vais essayer de le faire le plus pur possible. Je suis en train de construire quelque chose de fantastique. Multiplier les zones de dons durant les périodes où on ne peut pas se toucher. Parce que le retour sur investissement, il sera colossal. Ça, c'est donc le point. Et dernière chose, gérer les clashs, c'est aussi être capable de donner à l'autre la possibilité de ne pas sortir complètement affaissé. Et ça ne sert à rien parce que c'est tout le couple qui aura été affaissé. Il y a qu'on puisse tous, Bezrat Hashem, grandir. Ouais, et ne croyez pas, on est toujours en train de se construire. Mon épouse donne toujours cette image magnifique. Quand on commence son mariage, vous achetez un panneau ou bien vous allez prendre dans la rue un panneau. Vous savez, les panneaux où vous voyez un bonhomme avec un truc, en chantier. Un couple, c'est en chantier, en permanence. Il n'y a jamais de tranquillité. On passe notre vie à se construire, mais c'est une aventure fascinante. Et il y a raison qu'on puisse tous trouver tout ce que la Torah nous propose et nous donne dans cette évolution magnifique. Je vous remercie en tout cas.